Imaginez un instant, un simple point géographique qui pourrait déclencher une crise mondiale. Un petit incident, mais qui en quelques jours à peine mettrait le feu à toute l'économie. C'est exactement ça, la tempête géoéconomique qu'on va décortiquer ensemble. Alors la question qu'on se pose, elle est à la fois simple et vertigineuse. Comment est-ce possible qu'un passage maritime, large de quelques kilomètres à peine, puisse devenir l'épicentre d'une secousse qui ébranle des continents entiers? Eh bien la réponse est aussi simple que redoutable. Il suffit que ce soit la veine jugulaire de tout le système énergétique mondial. Et pour bien comprendre, on va se pencher sur un endroit précis, le détroit d'Ormuz. Ce n'est pas juste un passage maritime, c'est vraiment le point de passage le plus critique au monde pour le pétrole. Et pour vraiment saisir l'ampleur du problème, il faut regarder ce chiffre. 20 millions. 20 millions de barils de pétrole par jour. C'était le flux, le rythme de croisière de ce détroit avant le conflit. Un volume absolument colossal qui alimentait les économies du monde entier. Et puis d'un coup, plus rien. Ou presque. Ce torrent s'est transformé en un simple filet d'eau. C'est ce contraste, ce avant-après, qui est le vrai point de départ de toute cette crise. Forcément, un blocage d'une telle ampleur, ça ne pouvait pas rester sans conséquence. La plus immédiate, la plus violente, ça a été un choc terrible sur le marché mondial du pétrole. L'impact, il a été instantané. Regardez les prix, ils ont littéralement explosé. On est passé d'environ 65 $ le baril à bien plus de 100 $, et ce, en un temps record. Évidemment, cette flambée, elle s'est répercutée sur toute l'économie, tout de suite. Et attention, on ne parle pas d'une petite crise passagère. L'Agence internationale de l'énergie elle-même, l'AIE, parle de la plus grande perturbation de l'offre jamais enregistrée. C'est donc un événement historique avec des conséquences qui s'annoncent profondes. Mais alors, pourquoi est-ce que cette perturbation est si grave concrètement? En fait, le calcul est assez simple, mais il est brutal. Sur les 20 millions de barils bloqués chaque jour, les routes alternatives ne peuvent en absorber que 4 millions. Et les producteurs de la région, eh bien, ils n'ont nulle part où stocker leur pétrole, donc ils sont obligés de couper leur production. On parle d'au moins 10 millions de barils en moins. Le déficit est juste énorme. Ce serait une grave erreur de penser que cette crise ne concerne que le pétrole. En réalité, il y a d'autres dangers, bien plus cachés, mais tout aussi critiques, qui se révèlent avec ce blocage. Parce que cette crise, elle met en lumière une dépendance qu'on avait peut-être un peu oubliée. Une part gigantesque des composants essentiels pour les engrais dans le monde, je pense à l'urée, au soufre, tout ça passe par Hormuz. Donc, la crise énergétique se transforme quasi automatiquement en une potentielle crise de sécurité alimentaire mondiale. Et ce n'est pas tout. Le Qatar, dont les exportations sont aussi bloquées, est le premier fournisseur mondial d'hélium. On n'y pense pas forcément, mais l'hélium, c'est crucial pour fabriquer des semi-conducteurs. Donc sans hélium, pas de puce électronique. La crise frappe directement au cœur de l'industrie de la haute technologie. Et puis, le conflit a pris une tournure complètement inédite. Pour la toute première fois de l'histoire, des acteurs militaires ont pris pour cible des centres de données commerciaux, des infrastructures civiles. En s'attaquant à ces piliers de l'économie numérique, ils ont mis le doigt sur une fragilité critique de toute la chaîne d'approvisionnement de l'intelligence artificielle. Évidemment, face à une crise d'une telle ampleur, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. L'onde de choc redessine complètement la carte des gagnants et des perdants de l'économie mondiale. La ligne de fracture est très claire. D'un côté, on a les pays qui importent leur énergie, comme l'Europe, le Japon. Eux, ils subissent de plein fouet la hausse des prix, le risque d'inflation. Et de l'autre côté, il y a les pays exportateurs qui ne sont pas touchés par le conflit, la Norvège, le Canada par exemple, qui voient leurs revenus littéralement grimper en flèche. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pour un pays comme la Norvège, le commerce de l'énergie, c'est un surplus de 15% de son PIB. À l'inverse, pour la Corée du Sud, c'est un trou de 7%. On voit très concrètement qui paye la facture à la fin de la journée. Un point important à noter, c'est la position des États-Unis. Elle a beaucoup changé. Grâce à la révolution du gaz de schiste, le pays est devenu un petit exportateur net d'énergie. Résultat, il n'est plus aussi vulnérable au choc pétrolier du Moyen-Orient qu'il a pu l'être, par exemple, dans les années 70. Tout ça, mis bout à bout, nous amène au risque ultime d'un point de vue macroéconomique. C'est un mot qui fait peur aux économistes, qui rappelle de très mauvais souvenirs, la stagflation. Alors la stagflation, qu'est-ce que c'est? C'est un peu le pire des deux mondes, un cocktail économique vraiment toxique. D'un côté, on a une forte inflation, les prix grimpent comme si l'économie était en surchauffe. Mais en même temps, la croissance ralentit et le chômage augmente. Et concrètement, dans la vie de tous les jours, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire des prix qui s'envolent à la pompe pour la nourriture, des revenus qui n'arrivent plus à suivre, l'économie tourne au ralenti. C'est un véritable casse-tête pour les gouvernements et pour les banques centrales qui ne savent plus sur quel pied danser. Voilà, le tableau est complet. Tout est parti d'un seul point d'étranglement, un simple détroit.
Et de là, les répercussions se sont propagées en cascade, touchant quasiment tous les aspects de notre économie mondialisée, du prix du pétrole à la sécurité alimentaire, en passant par la technologie. Et tout cela nous laisse avec une question fondamentale, une question pour l'avenir. L'économie du XXe siècle, on le sait, elle s'est construite sur le pétrole. Mais celle du XXIe siècle, avec toute son interconnexion, toute sa complexité, est-elle finalement plus solide ou au contraire encore plus fragile face à ce genre de choc qu'on pensait appartenir au passé ?